Bonjour et bienvenue à l'expérience de la passion profit, module fondement du positionnement, session 2, votre client idéal. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de regarder comment vous définissez votre client idéal, parce que c'est un élément crucial dans le positionnement. Souvent, quand on se lance en affaires, on se pose la question, c'est quoi notre marché cible? Bien, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est le marché cible n'est pas aussi important à définir que les qualités de votre client idéal. Et vous allez voir pourquoi. Je passe très peu de temps sur le concept du marché. À la fin de cette session, vous devriez être en mesure de monter votre énoncé de positionnement. Donc, la phrase que vous utilisez lorsque quelqu'un vous pose la question « Que faites-vous » Donc, plongeons dans le concept aujourd'hui avec l'agenda. Donc, les 5 points que je veux couvrir aujourd'hui. Le marché et votre client. Donc, nous allons voir exactement qu'est-ce que ça veut dire le marché, puis regarder pourquoi le concept n'est pas très utile pour surtout le micro-entrepreneur, le travailleur autonome. Le concept de marché tel que défini d'habitude n'est pas très pratique. Mais ce qui importe, c'est de regarder votre client. Et après ça, nous allons voir ses motivations. Au point 3, c'est ses qualités versus ses circonstances. Donc, vraiment de comment définir le genre de client, le client idéal qu'on veut aller chercher. 2.4, les livrables, résultats et impact. Et ça nous amène à être capable de vraiment monter un énoncé de positionnement. Donc, avec le concept du marché, qu'est-ce que ça veut dire le marché? Je reviens à la définition d'être en affaires. Le concept ici, être en affaires, c'est créer un lien de confiance entre moi et mon client pour échanger quelque chose de valeur vers un résultat gagnant-gagnant. Et les éléments à souvenir ici, d'abord, le concept d'établir un lien de confiance. Être en affaires, ce qui importe, c'est créer un lien de confiance entre moi et mon client. Tout le reste, si je n'ai pas ce lien de confiance-là, et si ce lien de confiance n'est pas ancré, solide et de façon durable, tout le reste de la transaction perd de sa valeur. Donc, le concept de l'énoncé du positionnement et de se positionner, c'est justement pour créer la jetée sur laquelle on peut bâtir un pont de confiance entre soi-même et son client. Un autre élément à regarder dans la définition, c'est pour échanger quelque chose de valeur. Donc, en affaires, c'est un échange. C'est pas seulement quelqu'un achète puis on leur donne quelque chose. C'est vraiment un échange à deux voies. Et c'est ça que nous allons voir dans un instant, vers un résultat gagnant-gagnant. On veut qu'à la fin de toute cette transaction, de l'échange que nous avons fait ensemble, que ça soit profitable pour vous, le client, autant que c'est profitable pour moi, le fournisseur. Définition. Donc, le concept, quand on parle de marché, si vous regardez dans le dictionnaire, il y a 2 éléments au concept du marché. D'abord, l'ensemble des acheteurs potentiels. Donc, quand on parle du marché, souvent on dit, oh, bon, combien de personnes y a-t-il dans ce marché? Est-ce que le marché est assez grand? Aussi, quand on parle de marché, on parle de l'état de l'offre et de la demande. Ces 2 éléments-là, ça vient du concept classique d'être en affaires, le concept classique des grandes entreprises. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment pour nous, le micro-entrepreneur, le solo, le travailleur et professionnel autonome? Moi, je crois que c'est probablement la première erreur qu'on fait comme autonome, c'est d'essayer de mesurer notre marché, d'essayer de voir c'est quoi l'ensemble des acheteurs potentiels. Pourquoi? Bien,
quand on parle de marché, voici des choses qu'on croit quand on parle du marché. On se dit, ben, tout le monde peut bénéficier de mon offre. C'est pour ça que je veux savoir combien il y a de gens dans mon marché potentiel pour leur offrir ce que j'ai à offrir, mon produit et mon service, avec l'idée que oui, tout le monde peut bénéficier et que tout le monde va acheter. L'autre croyance qu'on a souvent avec l'idée du marché, c'est qu'on peut le mesurer, ce marché cible-là. Si c'est bien défini, si on définit notre marché, on peut savoir combien de gens qu'il y a là-dedans. Bien sûr, si je suis capable de mesurer le marché cible, les gens cherchent ce qu'on offre. Ils cherchent notre offre, ils cherchent ce que nous avons à offrir. Donc, tout ce que j'ai besoin, c'est de présenter, c'est de l'offrir et il va y avoir de la demande. Parce que les gens sont prêts à acheter. C'est une autre croyance derrière le concept du marché cible. Et finalement, les gens vont acheter mon offre parce que c'est mieux que les autres. Est-ce que ces croyances nous servent? Moi, je pense qu'il faut vraiment regarder c'est quoi le concept du marché et c'est quoi la vérité de ce concept, surtout pour l'entrepreneur autonome. Si on se dit que le marché, ça suit un genre de courbe normale, que si on fait un graphique de la population, donc du nombre de personnes dans le marché, avec leur intérêt, qu'est-ce qui arrive? Mais la vérité, dans le fond, c'est que la plupart des gens sont indifférents face à votre offre. Il y a même des gens qui sont contre votre offre et il y a une petite proportion qui est passionnée, qui est ouverte à en savoir plus à propos de votre offre. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le concept de marché ne nous sert pas. Parce que même si je sais qu'il y a 1000, 2000, 3000, 5 millions de personnes dans mon marché, définissez-le comme vous voulez. Bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que la plupart des personnes dans ce marché magique sont d'indifférents. Et c'est pour ça que je prône le concept d'aller chercher le 1%. Le 1% des gens qui reconnaissent la valeur de ce que vous avez à offrir et qui sont ouverts à considérer votre offre. Et donc, c'est vraiment une infime partie de gens qui sont passionnés à propos de votre offre. Donc, si je veux chercher simplement le 1%, est-ce que ça me sert de faire tout le travail, d'essayer de savoir c'est qui tous ces gens-là? Parce que tous ces gens-là sont indifférents ou ils sont même hostiles ou contre ce que j'ai à offrir. Je peux essayer de servir tout le monde dans mon marché cible. Donc, tout le monde qui sont dans cette courbe-là. Mais je n'y arriverai pas, puis c'est beaucoup, dans le fond, je vais perdre mon temps. Ce que je préfère, c'est aller chercher les gens qui m'allument, les gens qui m'inspirent à faire mon meilleur travail. C'est ça que les gens que je vais aller chercher. Et c'est pour ça que nous allons vraiment regarder le concept du client idéal. Le client idéal, c'est quelqu'un qui m'inspire à faire mon meilleur travail. Le client idéal, c'est quelqu'un qui reconnaît la valeur de ce que j'ai à offrir, qui n'est pas indifférent, qui n'est pas contre, qui est passionné, qui est engagé, qui veut ce que j'ai à offrir. Donc, à partir de maintenant, mettons de côté le concept du marché, parce que c'est une idée démodée. Moi, comme indépendant, je ne fais pas affaire avec un marché amorphe, invisible, anonyme. Je fais des affaires avec des individus, avec des personnes. D'où cette définition d'être en affaires. Être en affaires, c'est bâtir une relation de confiance avec quelqu'un. Donc, c'est avec un individu, avec un humain que je fais ça. Je fais affaire avec des humains. Les affaires, c'est personnel. Les affaires, c'est une question de relation. Donc, le concept du marché est dépassé maintenant. Le concept du marché ne s'applique plus. De plus en plus,
Les gens, nos clients veulent être reconnus comme des individus. Et le concept qui me confirme que c'est la tendance, c'est justement toute la montée des réseaux sociaux. Ou est-ce que c'est des individus maintenant qui prennent la parole? Des individus qui veulent être vus, qui veulent être entendus, qui veulent être reconnus. Donc, quand vous travaillez sur votre positionnement, visez des individus, les gens qui sont passionnés de votre offre, qui vous inspirent à faire votre meilleur travail. Je dis ça souvent, arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde. Donc, à la place, cherchez à connecter avec le 1% de votre marché cible, le 1% de la population qui pourrait utiliser ce que vous avez à offrir. Parce que vous voulez vous engager avec des gens qui reconnaissent la valeur de ce que vous offrez et qui sont prêts à s'engager avec vous. Et c'est ça qui vous inspire à livrer des résultats remarquables. Parce que les gens veulent vos services, vos produits, ils veulent connecter avec vous, ils ont confiance en vous. C'est ça qui vous inspire à faire du travail remarquable. Et c'est justement là le gagnant-gagnant. Le client gagne parce que le client reçoit les produits et les services qui créent des résultats et qui génèrent des impacts, des expériences que le client veut. Puis en même temps, vous gagnez parce que vous êtes encouragé, vous êtes inspiré à faire du travail remarquable parce que vous avez de bons clients et surtout de meilleurs clients. Donc, allez chercher le 1%. Les gens qui sont engagés, les gens qui veulent connecter avec vous. Bon, c'est qui ces personnes-là? C'est quoi leur motivation? En anglais, il y a une expression qui s'appelle right fit, right place, right time. Puis ce que je veux, quand je cherche les gens, quand je cherche les clients, je veux m'assurer qu'il y a une bonne correspondance, que c'est le bon endroit et c'est le bon moment pour eux. Bonne correspondance. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que je veux connecter avec des gens avec qui je partage des valeurs, avec qui j'ai quelque chose en commun. On dit avec qui on a des atomes crochus. Donc, c'est une bonne correspondance de valeurs personnelles. Et c'est ça qui est à la base de bâtir la relation de confiance. La confiance, c'est, dans le fond, c'est le degré de concordance de nos systèmes de valeurs. Si j'ai confiance en vous, c'est parce que je reconnais en vous des valeurs qui sont importantes pour moi. Et vice-versa, si vous avez confiance en moi, c'est parce que moi aussi, je crois dans des valeurs semblables à vous. Peut-être pas exactement les mêmes valeurs, mais en général, ça se complète. Et quand je suis avec toi, étant donné que j'ai confiance en toi, que je reconnais qu'on partage des valeurs ensemble, mes valeurs ne sont pas mises en danger. Mes valeurs ne sont pas ne sont pas challengées, ne sont pas c'est ça, mes valeurs sont respectées. Et c'est ça qui fait qu'on vit une relation de confiance. Donc d'abord, je cherche des gens avec qui je partage des valeurs, la bonne correspondance des valeurs. Deuxième élément que je recherche, c'est que c'est le bon endroit pour eux, où est-ce que leurs besoins prioritaires correspondent aux résultats que mon offre peut leur donner. Donc, il y a cette connexion entre leurs besoins et mon offre. Donc, le concept du bon endroit requiert qu'on connaît les besoins de la personne. Et nous allons aller un peu plus en détail là-dessus aujourd'hui. Et finalement, le bon moment, que la personne est engagée et prête à passer à l'action. Parce que résoudre la situation, c'est prioritaire pour le client. Bonne correspondance, bon endroit, bon moment, right fit, right place, right time. Et vous allez voir comment ça se déroule en regardant la motivation de votre client. Ça, c'est un modèle qu'on appelle l'échelle des valeurs de Maslow. C'est un modèle de base en psychologie. Et l'idée, c'est que le psychologue Abraham Maslow, ça fait, je pense, au début du 20e siècle,
Il a monté cette idée-là. Et le concept, c'est nos priorités, nos valeurs, nos besoins, nos désirs peuvent se regrouper à différents niveaux. Des fois, vous allez voir des schémas de l'échelle des valeurs de Maslow. Vous allez voir des schémas qui ont peut-être 7 niveaux, 8 niveaux, 6 niveaux. Mais le concept est toujours le même. D'abord, nos besoins de base sont des besoins physiologiques. L'eau, la nourriture, l'air. On a besoin de ça. On a besoin d'eau, on a besoin de nourriture, on a besoin d'air pour respirer. Et les gens qui manquent de nourriture, qui manquent d'eau, ou même qui manquent d'air, si on regarde dans les villes très, très polluées de l'Asie en ce moment, ça crée un stress énorme. Et leur vie devient focusée sur l'idée de tout simplement satisfaire ses besoins de base. Ils ne peuvent pas penser à autre chose dans leur vie parce que ces besoins physiologiques de base ne sont pas satisfaits. C'est un peu comme si vous avez très, très faim, vous n'avez pas pris votre petit déjeuner, il est rendu 14h, 15h de l'après-midi, vous n'avez pas encore mangé. Normalement, je sais que pour moi, je serais dans une situation que tout le reste de ce qui se passe dans ma vie n'est pas important. Ce que j'ai besoin, c'est d'aller manger maintenant. C'est un besoin physiologique important pour moi. Donc, il faut que ça soit satisfait avant que je puisse passer à autre chose. Un deuxième niveau, les valeurs de santé et sécurité. Les gens veulent avoir un toit, ils veulent avoir une place sécure où est-ce qu'ils peuvent dormir le soir. Ils veulent être en santé. Et beaucoup de ces discussions autour du système de santé, c'est parce que il y a des gens qui se sentent en danger, que ces valeurs-là qui sont importantes pour eux, de santé et de sécurité, sont en danger. Donc, leur priorité s'en va là. Et c'est difficile pour eux de regarder ailleurs, de trouver la satisfaction dans d'autres éléments de leur vie parce que cet élément, ce niveau-là n'est pas satisfait. Mais les gens qui ont leurs besoins physiologiques qui sont satisfaits de ce côté-là, leurs besoins de santé et sécurité est satisfait, là, ils vivent plutôt des valeurs au niveau de l'amour et de l'appartenance. Et ça devient intéressant maintenant. C'est une couleur différente parce que amour et appartenance et estime des autres sont comme des valeurs sociales. Des valeurs sociales où est-ce qu'on recherche à connecter avec d'autres, on recherche à trouver notre place dans la communauté autour de nous. Et lorsque ces besoins-là sont satisfaits, qu'on est en train de vivre ces valeurs qui correspondent à ces niveaux-là, les valeurs sociales, après ça, c'est les valeurs d'estime de soi et d'épanouissement, qui sont plus des valeurs internes, des valeurs de se créer, d'aller au bout de soi-même. Et typiquement, dans l'échelle des valeurs de Maslow, l'idée, c'est que les valeurs au niveau plus bas doivent être satisfaites pour pouvoir aller plus haut, plus haut, plus haut. Moi, je vois ça un peu plus large. Je crois que les gens peuvent vivre que leurs valeurs principaux, si on leur pose la question, qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? Ils peuvent être ici, ils peuvent être ici à l'estime de soi, ils peuvent être ici au niveau épanouissement, ils peuvent être ici au niveau santé et sécurité. Le jeu, c'est de voir où sont leurs valeurs principales en ce moment, leurs valeurs prioritaires, les valeurs qui leur préoccupent en ce moment, et d'être capable de voir où est-ce qu'ils se situent dans l'échelle des valeurs de Maslow. Et c'est là qu'on peut voir aussi si nos valeurs sont au même niveau.
Si ce qui est important pour vous, c'est l'estime des autres, et ce qui est important pour moi, c'est l'estime des autres, ça se peut fort bien qu'on crée un lien de confiance assez rapidement. Si vos valeurs principales, votre priorité est plutôt l'estime de soi, et moi aussi c'est l'estime de soi, bien on a un terrain d'entente où est-ce qu'on peut collaborer ensemble. Donc c'est en écoutant les gens, en leur posant des questions, en les connaissant, vous allez commencer à comprendre c'est quoi leurs valeurs principales, c'est quoi leurs valeurs prioritaires en ce moment. Et avec ça, vous allez être capable de voir où est-ce qu'ils se situent sur l'échelle des valeurs de Maslow. Et en regardant où est-ce qu'ils se situent sur l'échelle des valeurs de Maslow, vous serez en mesure de comprendre si vos valeurs concordent avec les valeurs de l'autre personne aussi, pour justement bâtir un lien de confiance rapidement. Le schéma d'être en affaires, le diagramme de Venn, c'est ça qu'on appelle les 3 cercles. Les passions, mes désirs, les passions et les désirs des autres et mes ressources. Pour récapituler comment ça fonctionne, parce que je crois qu'on l'avait vu brièvement dans la première session. Être en affaires, ça commence en connaissant exactement qui suis-je, mes passions, mes désirs. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi l'impact que je veux créer autour de moi? Pourquoi c'est important? Cette clarté du qui, quoi, pourquoi de moi-même d'abord me permet après ça d'être à l'écoute des autres et de comprendre le qui, quoi et pourquoi, la mission, la vision, les valeurs de l'autre personne devant moi pour justement bâtir ce lien de confiance. C'est un peu à l'inverse de comment on se définit en affaires. Le plan d'affaires classique met beaucoup d'emphase sur essayer de connaître les autres avant de se connaître soi-même. Puis ce que je trouve quand on fait ça, on se retrouve dans une situation où on essaie de plaire aux autres, de répondre aux besoins des autres avec les ressources qu'on a, mais dans une zone qui est à l'extérieur de nos passions et de nos désirs à soi-même. Donc, ça devient une situation où est-ce qu'il y a un vide. Ce n'est pas gagnant-gagnant. C'est gagnant peut-être pour le client qui reçoit ce qu'il veut, mais c'est pas gagnant pour nous. Ça ne nous permet pas de faire notre meilleur travail. Donc, c'est pour ça que beaucoup du travail que je fais avec mes clients en coaching, ça revient à mieux se connaître. C'est l'élément de base. Les gens qui ont le plus de succès en affaires sont souvent des gens qui deviennent philosophes. On voit souvent à la fin de leur vie, ils écrivent des livres sur leur philosophie de vie, leur approche en affaires et leur approche à la vie. Moi je pense qu'il faut être philosophe et développer une philosophie de vie pour réussir en affaires. Donc vraiment se comprendre ses motivations, ses passions, ses désirs, sa mission, sa vision, ses valeurs, ses principes, ses permissions. Donc, quels sont ses talents, quels sont ses dons, et on revient à ses passions, sa mission et tout ça. Donc, vraiment se connaître à fond. Et plus qu'on se connaît, plus que ça nous donne les outils de mieux connaître l'autre personne. Et c'est pour ça que une familiarité avec l'échelle des valeurs de Maslow, pour justement regrouper ces valeurs et de voir c'est quoi ces valeurs qui sont les plus importantes, c'est ça qui vous donne de l'information très importante, justement pour commencer, pour bâtir ce lien de confiance avec l'autre personne. Donc, devenez un étudiant de la vie. Devenez curieux à propos de comment ça fonctionne, les gens. Quelle que soit votre spécialité de ce que vous offrez, plus que vous devenez curieux à propos des gens, vous allez voir que vous serez en mesure de bâtir des liens de confiance très rapidement. Et je dirais même,
de prendre un petit cours de coaching, de comment faire du coaching. Parce que au fond, le concept du coaching, c'est justement ça. C'est d'étudier, de connaître les gens, de connaître ce qui les motive, de s'aider à développer son leadership. Prenez un petit cours de coaching, vous allez voir, ça va vraiment vous aider à améliorer votre capacité d'attirer et de retenir de bons clients et de meilleurs clients. Maintenant, je veux parler du concept de motivation. Qu'est-ce que ça veut dire la motivation? La motivation, c'est soit un besoin ou un désir. On est motivé par un besoin. Donc, un besoin, pour moi, c'est une signification très, très précise. Quand je parle de besoin, c'est qu'il me manque quelque chose. J'ai un creux, j'ai une carence quelque part, il me manque quelque chose, j'ai besoin de résoudre le problème. Je peux aussi être motivé par un désir. Donc, quelque chose que je veux bâtir, quelque chose qui me fait tourner vers l'avenir, qui me fait tourner vers le futur. Donc, que ce soit un besoin, donc vers le passé, vers un manque, ou le futur, vers une idée, un rêve, quelque chose que je veux bâtir, ce qui est important, c'est de bien comprendre leur priorité, de leur faire exprimer leur priorité, le besoin ou le désir qui leur préoccupe en ce moment. Je veux comprendre qu'est-ce qui leur empêche de dormir. C'est quoi, c'est peut-être un problème qui est tellement important donc un besoin qui a besoin d'être résolu pour qu'ils puissent mieux dormir. Ou c'est un rêve, un projet, un désir, une idée qui leur préoccupe tellement qu'ils ne sont pas capables de dormir. Et en parlant avec eux, en connectant avec eux, en développant justement ce lien de confiance, c'est ça le but, c'est de trouver leur priorité. Je dis, avant de présenter votre offre, il faut que vous connaissiez trois choses. D'abord, leur priorité principale. Puis, ça peut-être, ça n'a rien à faire avec ce que vous avez à offrir. Mais c'est important de le connaître quand même. Plus que vous connaissez la motivation prioritaire des gens devant vous, plus vous serez en mesure de leur aider et de connecter avec eux. Donc, savoir d'abord leur priorité. Deuxièmement, c'est de connaître leur vision de succès à satisfaire cette priorité-là. Donc, pour eux, s'ils ont un besoin qui leur empêche de dormir, un besoin qui leur empêche d'avancer, vous devez comprendre pour eux c'est quoi le succès pour satisfaire ce besoin-là. C'est quoi la solution qu'ils recherchent et les bienfaits qu'une fois que ce problème-là est réglé, ça va être quoi qu'ils seraient en mesure de faire. Ou ça peut être un désir. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils voudraient pour justement bâtir ce rêve, mettre cette idée en action? Donc, savoir d'abord leur priorité, deuxièmement, leur vision de succès, et troisièmement, leur degré d'engagement pour passer à l'action. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à passer à l'action maintenant ou peut-être plus tard? Ou peut-être jamais. Peut-être ils sont pris dans un cycle de drame où est-ce qu'ils rêvent, ou ils se plaignent. Ils savent ce qu'ils veulent, mais ils ne veulent pas passer à l'action. Mais ça, il faut le savoir. Donc, les trois éléments à connaître quand vous rencontrez quelqu'un, c'est de connaître leur motivation, leur motivation prioritaire, soit un besoin ou un désir, quelque chose qui leur manque ou quelque chose qu'ils veulent bâtir. Leur vision de succès, justement, pour résoudre cette priorité. Et troisièmement, leur degré d'engagement pour passer à l'action. Donc, quand vous commencez à connaître la motivation des gens, vous êtes capable d'entendre l'élément déclencheur. Et c'est quoi l'élément déclencheur? C'est un événement ou un élément ou une condition
Lorsque votre client vit cette situation-là, ça veut dire que le client est prêt à passer à l'action. Donc, l'élément déclencheur, c'est une situation ponctuelle. Vous vous rappelez, on a parlé de right place, right time, right fit. Bonne correspondance, le bon endroit et le bon moment. C'est quoi le bon moment? C'est là où leur motivation, donc leur priorité, ils doivent prendre action maintenant là-dessus. L'élément déclencheur est une situation ponctuelle qui motive la personne à changer sa situation. Et la magie de l'élément déclencheur, c'est que à ce moment-là, la personne est très ouverte. La personne est très ouverte à votre approche. Donc, par exemple, si vous êtes dans l'immobilier, vous voulez rencontrer une compagnie qui vit l'élément déclencheur, donc l'entreprise vient d'être vendue et les employés pourraient avoir à déménager. Donc, ça, c'est un élément déclencheur si vous êtes dans l'immobilier. Là, vous savez que, bon, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de soit vendre leur maison ou d'acheter une maison. Votre client vit un moment déclencheur. En informatique, si vous entendez parler de quelqu'un qui vient de perdre ses données et qui ne sait pas quoi faire, c'est un élément déclencheur. Ils sont dans une situation prioritaire qui doit être résolue maintenant. Ils doivent trouver la solution maintenant. Si vous êtes un planificateur financier, quelqu'un qui a eu un enfant, quelqu'un qui vient de se marier, de se divorcer, qui vient de vivre un changement ponctuel dans sa situation de vie. Ça, c'est un élément déclencheur. Donc, c'est de reconnaître l'élément déclencheur. Et quand je connais la personne, je commence à connaître leurs valeurs, où ils sont sur l'échelle des valeurs, leur situation prioritaire, que ce soit un besoin ou un désir. Et maintenant, je reconnais l'élément déclencheur, donc ils sont prêts à passer à l'action. Ah, OK. Je devrais, pour définir justement mon client idéal, je devrais être capable de décrire ces éléments-là. Soyez la réponse à la question que votre client se pose. Donc, quand ça vient le temps de définir votre client idéal, au lieu de décrire si c'est un homme et une femme ou de tel âge, pensez aux questions que votre client se pose, aux situations que votre client vit, les éléments déclencheurs, les priorités, leurs besoins, leurs désirs, qui fait en sorte que vous êtes la réponse qu'ils cherchent. Vous voulez aller chercher les gens qui reconnaissent la valeur de ce que vous avez à offrir et qui sont prêts à s'engager avec vous. Donc, soyez la réponse à la question que votre client se pose en ce moment. Ce qui m'amène de parler de qualité versus circonstance. Je l'ai mentionné un peu il y a un instant. Mais c'est ça, avec mon client idéal, maintenant qu'on vise des individus et que je commence à connaître leurs valeurs pour que je puisse bâtir un lien de confiance avec eux, leurs priorités en ce moment, soit des besoins ou des désirs, et l'élément déclencheur où ils sont prêts à passer à l'action, où moi je deviens la réponse qu'ils recherchent, là je veux vraiment connaître l'individu. Je devrais être en mesure de commencer à créer un portrait robot d'exactement la personne que je recherche. Laissez de côté leurs circonstances. Moi, je pense que regarder leur démographique, leur géographique, leur ethnographique, leur situation financière, tous les hic et les hier, c'est une ancienne façon de définir le client idéal. Je recommande que vous définissiez votre client idéal par leurs valeurs, par leurs priorités, par leurs éléments déclencheurs. Vous voulez des gens de qualité. Puis d'abord, avec tout ça, là, selon moi, le critère numéro 1 que vous devriez mettre quand vous pensez faire affaire avec quelqu'un,
c'est vous poser la question, est-ce que j'aime être avec cette personne-là? Est-ce que ce client pourrait devenir éventuellement un collègue? Et pour moi, ça, c'est le meilleur genre de client, surtout lorsque vous offrez des services. Des clients qui deviennent des collègues. Ça veut dire qu'on partage des passions et des valeurs, qu'il y a une bonne correspondance entre vos priorités et besoins et ce que j'ai à offrir, bien sûr. Donc, il y a une connexion. Je peux vous aider et surtout une histoire partagée. Que vous sentez que je vous comprends et aussi que vous me comprenez aussi. Qu'on a des éléments dans notre parcours en commun. Et c'est ça qui fait quand on vit cette histoire partagée, ce qui arrive, c'est qu'on développe le lien de confiance et on développe aussi l'amabilité. L'amabilité, en anglais on appelle ça likability, la qualité d'être un ami. Je veux être ami avec mes clients. Je veux collaborer avec eux. Je veux qu'on soit collaborateurs, co-créateurs, collègues. Donc, c'est pour ça que je veux comprendre la personne, les qualités de la personne, qui fait en sorte que c'est quelqu'un que même après que le service soit rendu, on puisse rester en contact. Puis c'est le meilleur genre de client. Que vous vendez des produits ou que vous offrez vos services, des clients qui deviennent des collègues, c'est quelque chose de qui a beaucoup, beaucoup de valeur. Un autre élément à comprendre pour pouvoir bâtir son énoncé de positionnement. Donc, nous avons parlé beaucoup de la personne à date. Maintenant, je veux parler brièvement de ce que vous livrez et de la différence entre livrable, résultat et impact. Parce que votre client ne recherche pas nécessairement ce que vous offrez. Le livrable, c'est le début pour le client. Le client reçoit votre service, reçoit votre produit et maintenant le met au travail. L'exemple que je donne. Disons que j'ai acheté quelque chose, un élément décoratif pour mon mur. Et je veux le mettre sur mon mur pour que ça soit plus beau, pour que je me sente plus chez moi. Mais je me rends compte, pour poser cet élément décoratif sur le mur, j'ai besoin de faire un trou. Et je n'ai pas l'outil pour faire un trou. Donc, je m'en vais chez la quincaillerie et je leur dis, bon, j'ai besoin de faire un trou de 2 cm. Moi, je ne connais rien là-dedans en termes des outils, mais la personne qui est là chez Rona me dirige vers une perceuse qui me permet de percer le trou. Donc, j'achète la perceuse, je reviens chez moi, je perce le trou, je pose mon élément décoratif et je suis content, je suis heureux. En regardant cet exemple-là, quel est le livrable, quel est le résultat, quel est l'impact ou le bénéfice? Bien, le livrable, c'était avoir la perceuse. Moi, je ne suis pas un collectionneur de perceuses. Je n'ai pas un grand coffre à outils. Le fait que je l'ai ou que... c'est pas ça qui change ma vie. Ce qui a changé ma vie, c'est ma capacité de créer le résultat, de faire le trou dans le mur, qui me permet de vivre le bénéfice, de poser cet élément décoratif sur le mur pour que le mur soit plus beau et que je me sente mieux chez moi. Donc, le livrable, c'était l'outil. Le résultat, c'était l'installation, que je puisse procéder à l'installation, donc satisfaire une priorité que j'avais pour recevoir les bénéfices. Livrable, c'est le produit ou service tangible et mesurable que je livre. Le résultat, c'est l'effet tangible suite au livrable. Et finalement, l'impact, ce sont les effets intangibles suite au livrable.
Et ce que je remarque, c'est que souvent dans le positionnement, on met beaucoup d'emphase sur le livrable. Quand quelqu'un vous pose la question, qu'est-ce que vous faites? Le réflexe, c'est de répondre avec ce qu'on fait. Mais c'est pas ça que la personne, c'est pas ça la question que la personne pose. La question qui nous est posée, dans le fond, quand quelqu'un vous pose la question, qu'est-ce que vous faites? C'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Ça, c'est la vraie question. Donc, la personne n'est pas intéressée avec vos livrables. Elle n'est pas intéressée avec vos produits, par vos produits et vos services. La personne veut comprendre le résultat que vous créez, l'effet tangible suite à votre livrable, et surtout les effets intangibles, les impacts et les bénéfices que votre livrable provoque. C'est ça que la personne veut savoir. Donc, je vous encourage à développer votre vocabulaire pour être capable de bien exprimer le résultat et l'impact de votre livrable. Les gens n'achètent pas vos produits ni vos services. Ils veulent vivre des expériences que vos produits et vos services créent pour eux. Les gens veulent des expériences. Et si l'expérience, justement, cet impact, si cet impact est quelque chose qui est important pour eux, ils vont être prêts à investir beaucoup plus que le coût de votre livrable. Ce qui importe maintenant dans notre économie aujourd'hui, c'est l'expérience. Exemple, le café. Vous êtes probablement en mesure de faire un très bon café chez vous, mais et beaucoup de gens aussi sont capables de faire un bon café chez eux. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter des cafés à 3 ou 4 ou 5 dollars la tasse de café chez Starbucks, chez Brûlerie Saint-Denis, à un café, parce qu'ils veulent l'expérience. Ils ne veulent pas juste le café, ils veulent l'expérience d'être dans un environnement avec d'autres personnes, peut-être avec la musique, avec de l'art sur les murs. Les gens sont prêts à payer pour justement l'impact, le bénéfice du produit ou du service. C'est ça que les gens veulent. Et ça revient à ma définition de succès. Moi, je crois que le succès, c'est créer une expérience de vie qui exprime tout mon potentiel. Donc, quand je regarde ça, que le succès, c'est créer une expérience de vie qui exprime tout mon potentiel, ce que ça me permet de comprendre, c'est que ce qui importe, c'est l'expérience. Quand je vis l'expérience, c'est là que je vis le succès. C'est pas le fait que j'ai le gadget dans mes mains qui me fait vivre le succès. C'est l'expérience que ce gadget-là me donne. C'est l'expérience que ce service-là me permet de vivre. C'est ça que je veux. Le succès, c'est créer une expérience de vie qui exprime tout mon potentiel. Donc, avec tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que ça implique? Bien, pour chaque combinaison de talent, de passion, d'énergie, il y a quelqu'un qui a besoin de vous et qui demande ce que vous offrez. Donc, le fait de savoir qu'il y a 1000 personnes dans mon marché cible, qu'il y a 5000, qu'il y a 1 million de personnes, pour moi, ça n'a plus d'importance. Parce que le jeu maintenant, mon défi, c'est d'aller chercher la personne. La personne qui est quelque part à l'extérieur, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin de moi et qui demande ce que j'ai à offrir. Ils le veulent, ils reconnaissent la valeur de ce que j'ai à offrir et ils sont prêts à s'engager. Les principes du positionnement, si on revient à la base, c'est qui êtes-vous? Si on regarde les 3 cercles encore, ça commence avec soi-même. Mes passions, mes désirs, mes valeurs, ma mission, ma vision, mes priorités. Il faut que je sois très clair à propos de ça pour être capable de reconnaître ces éléments dans les gens autour de moi. Je veux être capable aussi d'exprimer l'impact, l'expérience que je crée pour mes clients avec mes produits et mes services. Comment ça leur aide à résoudre leurs priorités en ce moment.
leurs besoins, leurs désirs. Les gens n'achètent pas mon produit ni mon service juste pour le plaisir d'acheter. Ils le veulent parce que ça répond à leur priorité en ce moment. Un besoin, un désir, une passion, un changement. Et finalement, pourquoi moi? Qu'est-ce qui me démarque des autres? Bien, c'est le fait, les gens vont venir vers moi parce qu'ils ressentent qu'ils ont quelque chose en commun avec moi. Donc, c'est d'être capable de partager votre motivation, votre histoire. Et ce que nous allons voir dans les semaines à venir, c'est justement comment exprimer votre motivation, votre histoire, votre pourquoi, qui va faire en sorte que vous allez commencer à attirer les gens vers vous. Donc, choisir le bon client, c'est une question de regarder leur passion, leurs valeurs, avoir une histoire partagée, comprendre les avantages profonds, les résultats et les impacts que vous créez pour eux, et d'être capable de reconnaître l'élément déclencheur qui va faire en sorte que la personne va passer à l'action. La réalité, pour résumer tout ça, c'est que le marché cible est un mythe. Comme nous avons vu, 99% des gens dans ce marché cible mythique sont bien différents ou ils sont contre ce que vous avez à offrir. Donc, pourquoi aller courir après un marché? Moi, je veux rester maître de mon bateau. Je veux connecter avec des gens qui reconnaissent la valeur de ce que j'ai à offrir et qui sont prêts à s'engager avec moi. Donc, je veux connecter avec des personnes. C'est le bon client qui importe. Donc, sachez comment connecter, comment parler aux priorités des gens qui sont autour de vous, aux priorités des gens que vous voulez attirer vers vous, qui partagent vos valeurs, qui partagent vos passions, qui vous allument, qui vous inspirent à faire votre meilleur travail parce qu'ils reconnaissent la valeur de ce que vous avez à offrir. Il y a des personnes que vous êtes destinés à servir et ils n'attendent que de vous rencontrer. Allez chercher ces personnes-là. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre une pause. Il nous reste un élément à construire. C'est votre énoncé de positionnement. Et c'est ça que je vais faire dans la prochaine session, la prochaine partie de cette session. Vraiment, vous coacher à monter votre énoncé de positionnement. Donc, soyez à l'écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Tous ces éléments-là vont être sur le site web du cours pour que vous puissiez le réviser. Et bien sûr, regardez les stratégies 1, 2 et 3 dans le cahier, comment avoir de meilleurs clients, qui vous donne les exercices, qui met en pratique justement les concepts que nous avons regardés aujourd'hui. Donc, bonne journée, bon succès. Nous revenons très bientôt avec un module de coaching sur comment monter